Salut chers internautes de Madère Post. Alors aujourd'hui, je vais recevoir pour le grand format Daouda Mine. Daouda Mine est le directeur de publication du site IGFM que j'ai l'honneur de recevoir pour discuter dans ce grand format. Daouda Mine, bonjour Daouda. Bonjour Charles. Ça va Daouda? Ça va bien. Aïcha, on va rentrer. Alors, Grand Format reçoit aujourd'hui Daouda Mine, comme je le disais tantôt, directeur de publication d'IGFM. Daouda, c'est un très grand plaisir de vous recevoir. Le plaisir est pour moi, Charles. J'ai envie d'être un peu provocateur parce que quand Daouda Mine, je parle de Daouda Mine, je sais que c'est un cursus d'abord de juriste, c'est à la fac de droit. Et pourtant, Daouda Mine est dans le journalisme. Comment cela s'est-il fait? Du droit au journalisme. Disons que Daouda Mine est un jeune Sénégalais qui est âgé d'une quarantaine d'années, qui est né ici à Dakar et qui est un pur produit de l'école sénégalaise. À l'âge de 2 ans, on m'a amené à Sébikotane où j'ai grandi. J'ai fait mon cursus scolaire là-bas, j'ai été à l'école Sébiroute, j'ai fréquenté le CM Sébikotane et après mon BFM, je suis entré au lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque. C'est là où j'ai obtenu mon baccalauréat en 1996. Bon, quand j'étais au lycée Abdoulaye Sadji, j'étais relativement très brillant en français, mais très nul également en maths. J'étais un littéraire pur et dur. Donc j'étais dans le club de littérature et de philosophie, j'étais dans le club d'anglais, j'ai été quand même lauréat de beaucoup de concours et j'étais même le secrétaire général du club de littérature et de philosophie. Donc quand j'ai obtenu mon bac, à l'époque, on faisait beaucoup d'options pour être orienté. Et j'ai été orienté dans 3 facultés. J'ai été orienté en sociologie parce que j'avais de bonnes notes en français. J'ai été orienté également en philosophie et j'ai été orienté à la faculté de droit. Et finalement, moi-même, j'ai opté pour le droit et j'ai commencé à faire du droit. C'était en 1996, donc de 1996 jusqu'en 1999, j'étais à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc j'ai fait du droit pénal, j'ai fait de la procédure pénale, j'ai fait du droit administratif, j'ai fait de la relation internationale, j'ai fait de la finance publique, donc j'ai un peu tout petit peu touché au droit, quoi, à toutes les, disons, du droit positif, quoi, je veux dire, tout ce qui concerne l'ensemble du droit qui régit notre République au Sénégal. Il s'est trouvé qu'en 1999, il y a le populaire qui devait démarrer. Et mon père était un chauffeur qui avait son taxi clando et qui avait l'habitude quand même d'être réquisitionné par Thierno Talla pour faire de la distribution. Parce qu'à l'époque, quand même, la presse n'avait pas les moyens qu'elle a aujourd'hui. Et les patrons de presse avaient l'obligation de temps en temps de réquisitionner des taxis clando et consorts pour pouvoir faire la distribution. Et mon père travaillait avec Thierno Talla en son temps. En son temps également, comme Thierno Talla démarrait, parce que Thierno Talla, quand il démarrait, il a eu à discuter avec, je veux dire, les associés du groupe Comset, Youssou Ndour, Cheikh Tall Dioum et Baratal. Et on lui avait demandé de monter un projet. Il a monté le projet du Populaire et il ne voulait pas, comme il venait de démarrer, il n'avait pas beaucoup de moyens, il ne voulait pas peut-être recruter des gens qui étaient diplômés du CESI ou bien qui étaient diplômés de trucs. Il voulait voir des jeunes qui savaient écrire et qui n'étaient pas trop chers, entre guillemets, quoi. Donc quand mon père a été au courant de ça, il savait que moi j'avais l'habitude d'écrire, j'adorais écrire. Il me l'a dit, il m'a dit que bon, il y a le Populaire qui est en train de chercher des gens qui savent écrire. Ils avaient trouvé quelqu'un qui était à la faculté, je veux dire, de philosophie. Ils avaient recruté quelqu'un qui faisait lettres modernes. Ils avaient recruté également quelqu'un qui faisait sciences éco. Il leur fallait également quelqu'un qui faisait droit.
C'est comme ça que mon père m'a mis la puce à l'oreille. Je suis allé voir Thierno Talla. Il m'a mis en rapport avec Thierno Talla. Je suis allé là-bas. On m'a essayé un jour. Et le premier jour, je suis allé, j'ai écrit et automatiquement, j'ai été pris là-bas comme stagiaire. Donc j'ai débuté comme stagiaire au Populaire en 1999. Bon, l'appétit venant en mangeant, en écrivant, en étant en contact avec les populations, en m'ouvrant au monde quand même, parce que le journalisme t'ouvre énormément de portes. Tu pars dans des milieux assez huppés pour rencontrer des gens, tu rencontres des gens que tu n'étais pas censé rencontrer. Bon, l'appétit venant en mangeant, j'alliais quand même la faculté de droit et mon travail de journaliste. Et finalement, franchement, le virus du journalisme quand même m'a piqué. Et je me suis dit que bon, je peux faire carrière dans ce milieu-là. À l'époque, quand même, il y avait de grandes personnes qui étaient au niveau de la presse, parce que la presse n'était pas encore ce qu'elle est aujourd'hui. À l'époque, il y avait Walfadjri qui était là, il y avait Sud Quotidien qui était là, il y avait Le Soleil qui était là, il y avait Le Témoin, il y avait l'Info 7 et il y avait Le Populaire. Il n'y avait que ces 5 quotidiens-là qui existaient. Donc le marché n'était pas assez saturé. Et j'ai trouvé quand même de grandes personnes, les Mamadou Wane, les Charles Faye comme vous, voilà, les Abdoulatif Coulibaly, qui travaillaient encore dans la presse, les Major Fall. Donc j'ai trouvé ces grands noms de la presse-là. Et c'est ces personnes-là qui m'ont donné le goût quand même au journalisme, qui m'ont donné l'envie de poursuivre dans le journalisme. Et c'est comme ça que je suis devenu journaliste. Disons que j'avais une vocation d'être un juriste, peut-être de devenir un avocat, peut-être même de devenir un magistrat, parce que j'ai des camarades de promotion qui sont devenus des magistrats, j'ai des camarades de promotion qui sont devenus des avocats, j'ai des camarades de promotion qui sont devenus des commandants de brigade ou bien des commissaires de police. Donc j'avais cette vocation-là. Mais comme j'ai expliqué tantôt, bon, par l'entremise de mon père, je suis entré dans la presse, j'ai adoré la presse et je me suis fait une carrière de journaliste, bien que ma formation en droit quand même m'aide beaucoup dans mes fonctions de journaliste aujourd'hui, parce que je suis l'un des rares journalistes quand même qui maîtrise un temps soit peu le droit et qui peut expliquer un certain nombre de concepts juridiques. Voilà, parce que tout simplement j'avais cette formation-là de droit. Donc grosso modo, c'est comme ça que je suis devenu un journaliste qui était censé peut-être devenir un juriste à proprement parler, quoi. Voilà. Donc j'ai commencé avec le Populaire de 1999 en 2001. J'ai signé un contrat là-bas, donc j'ai quitté. Donc j'ai fait 2 ans de stage. Parce que comme je suis entré en infraction, voilà, je suis entré dans la profession par infraction, donc je n'étais pas véritablement traité comme les autres, parce que je n'avais pas véritablement un salaire. J'ai fait 2 ans, je n'avais pas de salaire. J'ai fait 2 ans au Populaire. La première fois qu'on m'a payé un salaire, c'était 5 000 francs. Je me rappelle, c'était à la veille d'une fête de Tabaski. Mon directeur de publication est venu me dire que bon, tu dois avoir besoin d'argent. Je lui ai dit oui, il me donne un billet de 5 000 francs. Donc je vivais de frais de reportage. Voilà. Alors, Daouda, entré par effraction à la presse, non, il y avait quand même beaucoup de bagages. Depuis, vous vous êtes fait un nom dans la presse sénégalaise. Y a-t-il pas de regret aujourd'hui? Vous auriez pu être aussi, vous avez dit, avocat, magistrat, commissaire aussi de police, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a un regret? Non, franchement, je n'ai pas eu de regret, parce qu'aujourd'hui, je suis dans la profession, mais je n'ai pas perdu au change quand même. Parce que j'ai gravi les échelons de stagiaire, je suis devenu un journaliste avec un contrat, avec un CDI, un contrat à durée indéterminée. Après, j'ai gravi petit à petit les échelons. Je suis devenu chef de desk, chef d'édition, rédacteur en chef. Et aujourd'hui, je suis directeur de publication. Et quand même, quoi qu'on puisse dire, j'ai un salaire qui me permet de vivre décemment. Voilà, de m'occuper de ma famille décemment. Je n'envie pas franchement les magistrats aujourd'hui et j'ai cette liberté-là. Cette liberté de ton, cette liberté de dire ce que je pense, de dire ce que j'ai envie de dire. Et je pense que ma formation en droit également me sert encore aujourd'hui. Parce que ça me permet d'éclairer un tout petit peu la lanterne de non-lecteurs, des téléspectateurs. Ça me permet également de pouvoir servir les populations. Parce que quand même les populations ont besoin de connaissances, ont besoin d'être éclairées sur un certain nombre de concepts. Je serais peut-être magistrat, je n'aurais pas pu le faire,
parce qu'ils ont l'obligation de réserve. Moi, je n'ai pas cette obligation-là. Moi, il y a la conscience qui me donne quand même un certain nombre de libertés, parce que les journalistes, ils ont cette possibilité d'informer juste et vrai. J'ai eu la chance également d'avoir été à la faculté de droit, parce que la faculté de droit également, c'est la faculté des sciences juridiques et politiques. Donc c'est une science. Donc c'est un langage assez ésotérique qui n'est pas donné à n'importe qui. Il y a un certain nombre d'interprétations. Il faut connaître les concepts pour pouvoir les expliquer. Il y a beaucoup de juristes aujourd'hui, si on les invite dans un plateau de télévision, quand on leur pose un certain nombre de questions, ils donnent une réponse technique. Ils ne peuvent pas expliquer de manière terre à terre les concepts pour que les gens puissent comprendre. Moi, j'ai la chance d'être journaliste, de pouvoir transmettre un message à la population, d'avoir été à la faculté de droit, donc de pouvoir domestiquer un tout petit peu les concepts de droit, de pouvoir les expliquer de manière terre à terre pour que les gens puissent comprendre exactement ce qui se passe. Oui, c'est assez intéressant quand on parle de ce journaliste qui peut-être par ailleurs a quelque chose d'autre, on peut dire un autre bagage, d'autres connaissances, comme peut-être des journalistes aujourd'hui qu'on retrouve avec des PhD dans d'autres domaines. Est-ce que cela veut dire aujourd'hui, dans ce monde moderne avec les réseaux sociaux, est-ce que le journaliste aujourd'hui, en plus de son diplôme de journaliste, il devrait pouvoir peut-être s'enrichir de quelque chose d'autre, d'une autre spécialité qui en ferait un journaliste spécialisé? C'est ma conviction, Charles, parce que je considère que même dans les écoles de formation, on dit que le journaliste est spécialisé en télévision, en presse écrite ou bien en radio. Ça, ce n'est pas une spécialisation à mon avis. Alors, parce que quand vous entrez au CESTI, quand vous entrez dans une école de formation, de la première à la deuxième année, c'est un tronc commun. Les gens, ils font tout. Ils font de la presse écrite, ils font de la radio, ils font de la télévision. C'est en troisième année qu'on te demande de te spécialiser. Parce que tout simplement, quand tu devras faire ta grande enquête, tu devras opter pour la télévision, tu devras opter pour la radio ou tu devras opter pour la presse écrite. Pour voir dans quel format tu vas faire ta grande enquête. C'est tout simplement ce qu'on appelle la spécialisation. À mon avis, ça, ce n'est pas une spécialisation. La spécialisation, c'est dans des domaines déterminés. Quelqu'un qui est spécialisé en économie, quelqu'un qui est spécialisé en droit. Parce que notre corps de métier, quand même, c'est ça. On te dit que le journaliste ne peut pas tout savoir, mais il a l'obligation de connaître un peu de tout. Mais je pense que le journaliste doit être quand même spécialisé dans un domaine pour pouvoir expliquer un certain nombre de concepts, pour pouvoir également, lorsqu'il est en face d'un invité, de pouvoir lui apporter la contradiction nécessaire. Parce que sinon, bon, on n'est que des entonnoirs, les gens ils viennent, ils nous disent tout ce qu'ils veulent et nous sommes tout simplement des compte-rendeurs. Aujourd'hui dans la presse, il y a beaucoup de compte-rendeurs que de véritables journalistes bien formés. Les journalistes dans les écoles de formation, on les forme tout simplement à collecter, vérifier et diffuser des informations. Collecter, vérifier et diffuser des informations. Si tu collectes une information, si quelqu'un, par exemple, un économiste te donne une information, alors que toi, tu n'as pas les outils nécessaires pour voir que le gars, il te mène en bateau, voilà, tu vas tout simplement faire sa communication. Voilà. Mais quand tu es formé dans un domaine, quelqu'un qui te raconte des histoires, tu pourras lui apporter la contradiction. Je donne mon exemple, par exemple. Quand quelqu'un vient, par exemple, me donne une disposition qui se trouve au niveau du code pénal ou bien du code de procédure pénale, s'il raconte sa vie, je lui dis que ce n'est pas ce que le code a dit. Parce que j'ai une certaine connaissance des codes qui régissent notre droit positif. Donc je me dis qu'aujourd'hui, on doit même un tout petit peu revoir la formation des journalistes au Sénégal. Opter pour une spécialisation. Pourquoi pas, pour la première année, donc faire peut-être véritablement de la spécialisation. On scinde les étudiants, on dit que bon, vous voulez vous spécialiser en quoi? Je veux me spécialiser en droit. La première année, on t'apprend que du droit. Avec des professeurs de droit qui vont t'apprendre l'introduction à l'étude du droit, qui vont t'apprendre le droit pénal, la procédure pénale. Au moins, tu as les notions basiques. Après, si tu peux approfondir après, tu vas approfondir. Parce que apprendre... Vous voulez dire, on peut le faire pour le droit, on peut le faire... Pour l'économie, voilà, des spécialisations au niveau des écoles de formation. C'est un changement de paradigme. Il le faut impérativement. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reproche aux journalistes? On dit que les journalistes sont creux. Parce que les journalistes ne vont pas en profondeur.
Ils ne peuvent pas aller en profondeur s'ils n'ont pas une certaine connaissance des matières qu'ils sont en train de manipuler. Pour manipuler une matière, il faut véritablement avoir une connaissance dans cette matière-là. Si on n'a pas la possibilité de le faire, on ne pourra qu'être là à poser des questions. On pose la question à quelqu'un, on sait comment poser des questions, n'importe qui peut poser une question, même le profane, celui qui n'a pas fait l'école de formation, tu lui tends le micro, il a la possibilité de poser un certain nombre de questions parce que nous sommes tous curieux, nous sommes tous assoiffés de connaissances. Nous voulons connaître un certain nombre de choses. Mais le journal ne doit pas être réduit à être là à poser tout simplement des questions. Donc je me dis que cette spécialisation-là doit impérativement être faite si nous voulons quand même une presse de qualité. Parce qu'aujourd'hui, si on nous critique beaucoup, c'est parce que tout simplement nous surfons tout simplement sur un certain nombre de choses, parce que nous n'allons pas en profondeur. C'est très intéressant ce que nous dit Dao de Mine. Je vous demande de suivre la deuxième partie parce que ça promet. Alors nous sommes dans la deuxième partie de grand format, toujours avec Dao de Mine, qui doit savoir pourquoi nous sommes debout, pourquoi nous faisons cette deuxième partie debout. Pour parler de mes revers en tant que journaliste, parce que quand même, en tant que journaliste, j'ai plusieurs fois été devant la barre du tribunal et qui connaît le tribunal, c'est que quand vous partez là-bas, vous êtes là devant le prétoire à écouter tout simplement les questions des juges qui devront te juger par rapport aux infractions qui ont été retenues contre vous. Alors, Daouda, justement, parler de prétoire autant pour moi. Il n'y a pas très longtemps, le syndicat des journalistes un peu s'en est tenu à un avocat par rapport à des propos qui avaient été tenus devant ce prétoire. Alors pour le journaliste qui a fait droit, qui sait que l'avocat est-il totalement libre, a-t-il une immunité qui lui permet, est-ce qu'on a même le droit peut-être de revenir sur ce prétoire et de lui dire comment il doit parler? Je pense que ce n'est pas normal parce que quand même les avocats ils ont cette immunité-là. Qui fait que lorsqu'ils sont devant un prétoire, ils ont la possibilité de dire tout ce qu'ils veulent. Même le juge ne peut pas leur demander de dire une chose ou de ne pas dire une autre. Je me rappelle très bien que moi-même j'ai essuyé quand même un certain nombre de critiques. Je me rappelle que mon premier procès c'était en 2001. À l'époque c'est Abdoul Mbaye, l'ancien premier ministre, qui avait déposé une plainte contre moi. Et c'est Maître Augustin Senghor, l'actuel président de la Fédération sénégalaise de football, qui était son avocat. Donc à l'époque j'avais commis une erreur de débutant parce que je venais fraîchement de la faculté de droit, je pensais que j'étais véritablement un brillant juriste et lorsqu'on m'a donné un dossier qui avait quand même une connotation judiciaire que je devais traiter, j'ai quand même fait un excès dans ma manière de rendre compte de cet événement-là. Vous avez été plus juriste que journaliste? J'ai été plus juriste que journaliste alors que j'ignorais en ce moment-là qu'en journalisme, tout ce que tu ne peux pas prouver, tu ne peux pas l'écrire. Même si tu es convaincu de ce que tu dis est la vérité, il faut tout simplement avoir les preuves de ce qu'on dit. Et même avec ça? Même avec ça, quand même, j'ai été jugé. Parce que tout simplement, à l'époque, il y avait un dossier qui concernait Abdoul Mbaye, qui était à l'époque directeur de la BST, Banque sénégalo-tunisienne, et qui avait un contentieux avec un Sénégalais, un opérateur économique qui s'appelait Pam Diambesen, paix à son âme, qui est décédé récemment, et qui était l'époux de l'ancien Premier ministre Major Boy. Donc, Pam Diambesen avait un dossier au niveau de la BST et finalement, une de ces maisons qu'il avait mis sous hypothèque a été prise par la banque et il y a une plainte qui avait été déposée et il y a un juge qui avait commandité un rapport. Je disposais de ce rapport-là et ce rapport-là, qui a été fait par un expert, avait condamné la BST en disant que la BST avait fauté dans le cadre de la gestion de ce dossier-là. Donc en rendant compte de cela, moi je me suis permis quand même de faire des choses que je ne devais pas faire parce que j'ai jugé. Parce que j'avais mis par exemple une phrase qui disait quand bien même Abdoul Mbaye n'est pas coupable des faits qui lui sont reprochés, non, quand bien même la faute ne lui est pas imputable, Abdoul Mbaye est coupable des faits qui lui sont reprochés s'il maintient dans les patrimoines de la BST un immeuble frauduleusement acquis. Faut-il parler d'un défaut de formation de juge? Non, en ce moment-là, moi je m'étais mis dans la peau d'un juge et non dans la peau d'un journaliste. Parce que je ne devais pas traiter quelqu'un de délinquant tant qu'il n'avait pas été condamné. J'ai dit qu'il était receleur alors qu'il n'a jamais été condamné pour recel. J'ai dit également
que s'il maintenait dans le patrimoine de la BST un immeuble frauduleusement acquis, j'avais aucune preuve que cet immeuble-là était frauduleusement acquis. Et lorsque je suis venu devant la barre, on m'a posé un certain nombre de questions, j'ai répondu honnêtement et le juge m'a dit que vous êtes en faute parce que vous avez jugé quelqu'un alors que vous n'avez pas la possibilité de le juger. Effectivement, j'ai été déclaré coupable, j'ai été condamné à 3 mois avec sursis et 5 millions de dommages et intérêts. Bon, heureusement, Abdoul Mbaye n'a jamais exécuté cette décision-là, je n'ai jamais payé les 5 millions. C'était mon premier revers. Et ça m'a beaucoup servi quand même pour la suite de ma carrière de journaliste. Aujourd'hui, je ne peux pas me permettre quand même de dire un certain nombre de choses. Je ne peux pas me permettre quand même de traiter quelqu'un de délinquant. Même quand je traite d'un papier qui concerne une personne qui a frappé son père ou bien qui a frappé sa mère, je ne peux pas le traiter de fils indigne. Parce que je n'ai pas la prérogative de lui dire que tu es un fils indigne. Je ne peux pas dire de quelqu'un qu'il est un délinquant tant qu'il n'a pas été condamné pour un délit. Je ne peux pas dire de quelqu'un qu'il est un criminel tant qu'il n'a pas été condamné pour un crime. Donc les jugements de valeur, depuis ce temps-là, je me suis dit que je ne peux pas me permettre de faire ces jugements de valeur-là en tant que journaliste. Parce que l'erreur d'un journaliste se paye cash quand même, j'ai appris ça à mes dépens. Et depuis ce jour-là, quand même, je me suis dit que bon, un journaliste est un être humain qui a la possibilité de commettre des erreurs par moment, mais quand même de pouvoir se relever quand il tombe. Mais Daouda, il n'y a pas eu que des revers, il y a aussi de grands moments. Dans le journalisme également, il y a des motifs de satisfaction. Moi, étant un journaliste, j'ai mené énormément d'enquêtes, j'ai mené beaucoup d'enquêtes qui font qu'aujourd'hui, je connais véritablement mon pays. Je connais le Sénégal. J'ai fait le tour du Sénégal 2 fois, 3 fois, voire 4 fois. J'ai couvert énormément d'événements. J'ai couvert la campagne du candidat Macky Sall au premier et au deuxième tour. J'ai sillonné le pays avec lui. Donc je connais mon pays. Ça, et le journal qui m'a permis quand même de savoir cela. J'ai également eu à être impliqué dans de très grands dossiers qui m'ont valu quand même un certain nombre de menaces. Mais en fin de compte, j'en suis sorti grandi parce que tout simplement, j'avais tout simplement mené des enquêtes qui étaient imbattables. Je me rappelle très bien de 2004. Ça s'est passé en 2004. Tout le monde se rappelait de 4444. Donc en 2004... 4444, 4 avril. 2004. Voilà. Donc c'était le 4 avril 2004 et c'est Thiès qui devait abriter la fête de l'indépendance. Il y avait un plan de communication qui avait été lancé. Il y a même Youssou N'Dour qui avait même fait une chanson 4444. Il y avait les Ouza et consorts qui avaient fait beaucoup de chansons quand même parce qu'il y avait une communication là-dessus. Malheureusement, cette fête-là n'a jamais eu lieu à Thiès. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a eu des événements qui se sont passés. Le 2 avril, on a arrêté 2 personnes qui étaient des présumés terroristes. Ils ont été arrêtés par le GIGN et la brigade de Tchonk. On les a arrêtés ici, au Parcelles Assainies. J'étais au courant. Lorsque j'ai été au courant, une de mes sources, comme je disais tantôt, j'ai eu une formation de juge, donc j'ai des camarades de promotion qui sont des magistrats, qui sont des commandants de brigade, qui sont des commissaires. Une de mes sources quand même m'a mis la puce à l'oreille. Je suis allé, j'ai enquêté, je suis allé à la brigade de Tchonk, j'ai essayé d'avoir les informations et j'ai effectivement eu un certain nombre d'informations. J'avais écrit l'article pour dire qu'il y a 2 terroristes qui ont été arrêtés au Sénégal. C'est pourquoi la fête de l'indépendance a finalement été annulée à Thiès. Comme on était dans le cadre d'une enquête d'atteinte à la sûreté de l'État, donc les délais de garde à vue dans ce cas-là vont être doublés. Parce qu'au lieu de 48 heures, c'est 96 heures renouvelables. Donc on avait la possibilité de garder ces gens-là pendant 1 semaine. Effectivement, c'est ce qui a été fait. Mais vu que je connaissais un tout petit peu la procédure, je savais que même si on les gardait 1 mois, un jour viendra, on les déférerait au parquet. Je connais le circuit. Je suis allé au niveau de la cave du bloc des Madeleines en son temps. J'avais une bonne source là-bas et je lui ai dit que bon, je suis sur une enquête et il y a des gens qui ont été arrêtés pour terrorisme et qui vont forcément venir ici. S'il vous plaît, lorsqu'ils viendront ici, bon, il faut tout simplement m'avertir. Effectivement, c'est arrivé un jour. Je suis resté, on était à l'avenue Pétavin en son temps. Et vers 18 h, le gars, il m'envoie un SMS pour me dire que tes gars sont là. Effectivement, j'ai couru, je suis allé là-bas. J'ai vu Seynabou Ndiaye Diakhaté était le doyen des juges en ce moment-là. Lorsque les gens sortaient de la cave, j'étais là, je pouvais décrire
leur accoutrement, le véhicule qui les avait amenés, les éléments du GIGN qui étaient là-bas. J'étais un témoin oculaire de tout ce qui se faisait. Donc ils ont été inculpés, ils ont été placés sous mandat de dépôt. On les a mis dans un véhicule de l'administration pénitentiaire, on les a amenés à Rebeuss. J'avais même le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule qui l'amenait à la prison. Après cela, je suis allé au niveau de la cave pour m'assurer pour voir les chefs d'inculpation qui ont été retenus contre eux. Parce qu'il y a un registre qui est là-bas et on peut voir les chefs d'inculpation. Donc j'avais tous les éléments. J'ai écrit mon article, on l'a publié, c'était à la une. Le président de la République de l'époque, Abdoulaye Wade, n'avait pas aimé ce papier-là. On était en 2004, il y avait le terrorisme qui commençait à sévir au Mali. Et lui, il pensait qu'on ne devait pas mettre le Sénégal dans ces histoires de terrorisme. Et il a profité de la fête du 1er mai, en recevant les Synpics. Il s'est offusqué de ce papier-là en disant que même si l'information était vraie, le journal ne devait pas publier ces informations-là. Voilà. Il avait même menacé en disant que l'information était fausse, tout cela. Bon, ça avait fait un tollé. Il y a certains qui me reprochaient le fait d'avoir écrit ce papier-là. Il y a même de grands journalistes de la presse qui me disaient que bon, ça c'était de l'information sensible à ne pas publier. Mais moi, j'estimais que les Sénégalais ont le droit de savoir. Absolument. J'estimais que c'était une information vérifiée. J'avais tous les éléments de cette affaire-là. Il était de mon devoir de donner l'information aux populations. Moi, je ne suis pas adepte d'autocensure. Je pense que les Sénégalais ils sont assez matures pour pouvoir connaître une information et de voir la conduite à adopter par rapport à cette information-là. Bon, j'ai été minorisé. À l'époque, on m'avait demandé des explications, mais j'avais mes directeurs de publication, en tout cas mes responsables, je leur avais donné tous les éléments. C'était Yakham Mbaye en son temps, c'était Mahmoud Wane et c'était Racine Talla qui était directeur de la 7F. Voilà. Donc c'était en ce moment-là et on avait fait un édito pour dire à Maître Abdoulaye Wade que nous ne sommes pas des pyromanes, nous sommes des journalistes et nous aimons notre pays. Mais il est de notre devoir également d'informer juste et vrai les populations. Bon, Dieu faisant bien les choses, quelque temps après, ils ont arrêté Madiambal Diagne, ils l'ont envoyé en prison, il a passé sa première nuit à la chambre 1 et lorsqu'il a passé sa première nuit à la chambre 1, il a partagé la même cellule avec ces deux terroristes-là qui ont été arrêtés. Voilà. Et lorsqu'il est sorti, il a écrit un papier pour dire qu'effectivement, l'information qui avait été donnée par Daoud Mine, c'est une information vraie parce que j'ai rencontré ces gens-là en prison. Et ça, c'est un motif de satisfaction. On peut être minorisé, mais quand on est conscient que nous avons fait du bon travail, quel que soit ce qui va se passer, la vérité va forcément finir par triompher. Donc ça, c'est un motif de satisfaction dans ma profession et qui fait que quand même, moi, quand je suis en face d'une enquête, quand même, je me donne les moyens d'exceller dans ce que je fais.